Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis très rassuré, nos conférenciers sont là. Et je voudrais remercier d'abord Catherine Regnault-Roger qui a accepté que nous modifions une séance prévue initialement dans un autre tempo. Et je voudrais remercier l'Académie d'avoir maintenu cette séance malgré les événements qui se produisent en ce moment en Ukraine et à la frontière russe. Initialement, notre projet était de faire intervenir aujourd'hui deux chefs d'entreprise particulièrement intéressants. Le patron d'une ferme qui s'appelle Agroecologica, qui fonctionne sur la base de l'agriculture biologique depuis les années 70 dans les terres noires de Poltava et qui cultive 8000 hectares. Et je trouve que cette exploitation, j'espère que l'occasion nous sera donnée plus tard de faire appel de nouveau à cet entrepreneur. Il a été au centre d'un film tourné récemment sur l'agriculture, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et je crois qu'il a quelque chose à nous dire sur la manière de conduire l'agriculture biologique de grande taille. Et puis nous avions prévu de faire appel au PDG d'un groupe ukrainien qui s'appelle Astarta, qui aujourd'hui cultive 280 000 hectares, dispose de 30 000 vaches laitières et produit 350 000 tonnes de sucre. C'est un groupe très intéressant par son intégration verticale, par les principes d'économie circulaire qu'il met en œuvre quotidiennement. Évidemment, ces deux chefs d'entreprise, dans le mois de janvier et même de décembre, m'ont fait savoir que les événements de l'Ukraine les amenaient à être présents dans leurs entreprises et donc m'ont demandé de me dispenser d'eux. Alors nous avons maintenu cette séance en lui donnant un tour plus orienté vers le maïs sans aucun doute et les conditions de la production de maïs, parce que l'Ukraine est un grand pays producteur de maïs, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est aussi un pays qui cherche à adopter toutes les technologies disponibles aujourd'hui pour maîtriser les coûts de production et d'une certaine manière instituer des systèmes durables de production agricole. Et donc avec Catherine, nous avons pensé que nous pouvions construire cette séance autour de 3 interventions. La première, je vais me donner la parole tout à l'heure pour parler de l'évolution des systèmes de culture et des structures agraires en Ukraine. La deuxième, alors je ne sais pas si c'est Sylvie Brunel ou si c'est Catherine qui seront la seconde intervenante, c'est à votre choix. Alors je vais commencer par Sylvie. Sylvie Brunel, que vous connaissez sans doute pour ses très nombreux ouvrages et pour son action contre la faim dans le monde, a accepté de parler du maïs et de parler de la façon dont elle voit aujourd'hui la problématique du maïs dans notre pays, en Europe et dans le monde. Et puis Catherine, qui est une grande spécialiste de la phytopharmacie et de la phytoprotection, va nous parler elle aussi de l'articulation OGM, phytopharmacie, nouvelle génération de lutte contre les maladies. Voilà, alors j'espère que ça suscitera des questions, des débats et que ça nous permettra de sortir satisfaits d'une séance. Donc je vais commencer par la situation de l'Ukraine rapidement, et je passe d'une image à l'autre par les flèches. Merci. Donc l'Ukraine, la carte physique n'a pas changé, si la carte politique a changé ce week-end. Donc le petit isthme en bas est redevenu russe comme il l'était après Catherine la Grande et après Catherine la Grande. Et après 1954, lorsque Khrouchtchev a décidé que cette péninsule ingérable était aussi bien en Ukraine, dans la République socialiste d'Ukraine que dans la République socialiste de Russie.
Et donc, juste un mot sur cette presqu'île. C'est une presqu'île qui a peu d'activités agricoles, même si elle en a, un peu de verger, un peu de vigne, traditionnellement de la vigne, depuis que les Français avaient été invités par le prince Golitsyn à y développer une production de vin champagnisé, fameux, et de vin de dessert que le goût de l'Europe orientale apprécie particulièrement. C'est une zone qui revêt un intérêt militaire essentiellement, qui a été partagée, comme toute l'Europe centrale et orientale, à de nombreuses reprises. Elle abrite la base de Sébastopol, qui est au bas des montagnes, la pointe la plus sud de la presqu'île, et elle abrite quelques ports ukrainiens de seconde importance. Évidemment, son intérêt stratégique, c'est qu'elle contrôle par le détroit de Kertch, qui relie le détroit de Kertch qui est là, qui relie la Crimée au Kouban, à la presqu'île, à la zone de Krasnodar. Cette zone a fait l'objet d'au moins 50 projets de ponts et pourrait être reliée par pont dans les années qui viennent. Et elle contrôle la sortie du Don, qui est ici, et par conséquent également les ports de la côte sur la mer d'Azov de l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est un vaste pays qui fait encore 40 millions d'hectares après l'annexion de la Crimée, qui est marqué par un relief moyen de type massif central, là, dans les Carpates, l'énorme arc des Carpates qui vient se terminer sur la Roumanie et la Bulgarie. C'est un pays qui est drainé par un très grand fleuve qui est le Dniepr, qui est aménagé depuis l'époque stalinienne par de nombreux barrages, et notamment un barrage situé dans la région de Zaporozhye, c'est derrière les chutes du Dniepr, c'est le cœur du pays cosaque, des Cosaques de la Volga. Tandis que de l'autre côté, on trouve par là les Cosaques du Don, qui sont encore dans la région de Rostov. Ah, d'accord. D'accord, merci. Merci bien. Ce pays est également traversé en bordure par un fleuve important qui est le Danube. Et donc l'Ukraine est un foyer de communication, à une position géographique remarquable, au bord de la mer Noire, c'est-à-dire près de la Méditerranée et des marchés méditerranéens. Par le Dniepr, il bénéficie d'une voie de circulation majeure pour l'exportation non seulement de ce qui vient d'Ukraine, mais également de ce qui vient de la Russie voisine, de toute cette zone à l'est de la frontière. Et puis par le Danube, il est en communication directe avec les marchés européens en remontant le Danube ou en descendant le Danube pour revenir sur la mer Noire. Alors, évidemment, la première chose visible en Ukraine, c'est le contraste saisissant entre l'état de délabrement de ce qui résulte des vicissitudes du plan soviétique, bâtiments non terminés, puis bâtiments cannibalisés par les populations locales qui, voyant l'appropriation par tous et à tout à chacun des biens collectifs, s'est servi de tout ce qui pouvait être vendable, les moteurs électriques, les câbles, tout ce qui était vendable a été vendu, et donc on voit partout de nombreux bâtiments abandonnés, en particulier les bâtiments d'élevage. Et puis, de contraste, c'est l'étonnant développement de cultures extrêmement bien conduites, à très haute productivité, le tournesol qui représente à sa façon le drapeau ukrainien, avec le bleu du ciel et le jaune du tournesol. C'est un pays de grande plaine, c'est un pays où Dokuchaïev, dont nous fêtions l'année dernière le 250e anniversaire, et j'ai d'ailleurs pour l'Académie 2 ouvrages publiés par nos confrères ukrainiens sur ce grand pédologue et ce grand agronome. J'y ai fait une petite conférence en reprenant des propos fort intelligents de Georges Pedro. C'est un pays de plaine qui a été très largement modelé par l'exploitation agricole. Vous voyez sur cette photo les grandes haies
C'est Dokuchaïev qui a proposé de les planter. Elles n'étaient pas naturelles. On est dans une steppe non arborescente en principe, donc une steppe d'herbe. Et ces arbres plantés forment des brise-vents pour lutter contre l'érosion et stabiliser. Ces arbres ont été plantés avec un maillage très large qui isole des unités de culture aujourd'hui de l'ordre de 200 à 400 hectares. Parfaitement géométriques, parfaitement planes et généralement avec des sols très homogènes. L'agriculture de l'Ukraine, c'est en gros 15 à 20% du PIB. L'année dernière, on frôlait les 20%. C'est 71% du pays. C'est presque 2 fois la superficie agricole utile de la France. C'est 30 millions de tonnes d'exportation actuellement, essentiellement de grandes cultures végétales, des grains, de l'huile. C'est pas plus de 40 000 entreprises agricoles, mais 5 millions de toutes petites exploitations, et c'est 17 000 entreprises agroalimentaires. Alors, la principale richesse de ces pays, c'est évidemment la terre noire, le tchernosium, qui est une terre exceptionnelle. Elle a résisté au matériel agricole dérivé de l'industrie de l'armement, qui ne sont pas spécialement conçus pour réduire la pression au sol. Elle a résisté à une fertilisation chimique à peu près irraisonnée et à une carence de fertilisation depuis l'indépendance en 91. Les industries des engrais préférant, en Russie comme en Ukraine, vendre à l'extérieur de leur pays leurs engrais pour récupérer des devises plutôt que de vendre à des paysans impécunieux des engrais. C'est une terre qui a une très grande stabilité structurale, qui a une forte réserve en eau et qui est un atout considérable dans un pays où parfois il tombe moins de 350 mm par an. Et c'est un garde-manger avec une richesse minérale disponible absolument exceptionnelle. Et puis c'est plat, et puis c'est homogène. Alors les potentialités sont liées à cette terre. Évidemment, tout n'est pas du très bon tchernosium, il y a diverses sortes de tchernosium. Il y a un gradient de pluie depuis les montagnes de l'ouest vers la frontière russe et vers le sud, qui permet d'isoler 3 grandes régions dans le pays, notamment une région, la partie sud de la zone jaune et orange sur l'écran, qui sont des zones à risque. Ce sont des zones où, une année sur 4, on a une sécheresse d'été, on peut avoir 2 mois sans pluie et sans grandes ressources hydriques complémentaires. Alors, voyons les structures. Sur cette photo aérienne, vous voyez une structure assez typique, avec un village, ici, village-rue, constitué de petites maisons. En Ukraine, on appelle ça des khatas. En Russie, ce sont des izbas. Et chaque maison, vous voyez, dispose derrière son bâtiment d'une langue de terre. Et puis ces petites maisons, aujourd'hui, qui étaient les maisons des salariés des anciennes fermes collectives, sont devenues des fermes familiales. Très petites, puisqu'elles ont en propriété la maison, la petite langue de terre en face de la maison, et puis elles ont un droit de propriété sur un morceau des grandes parcelles. Lorsque ces agricultures ont été privatisées, fin 91, début 92, à la demande des grandes institutions internationales, pour justifier l'octroi d'aides financières à ces pays, on a décidé de partager le foncier des anciennes fermes collectives en petites parts individuelles, qu'on appelle des pailles, des parts sociales foncières, avec un rapport qui était la superficie totale, 3-4 000 hectares, à la population travaillant dans cette ferme collective. Ces droits de propriété transmissibles de génération en génération, inaliénables, protégés par les constitutions, c'est le cas en Russie, c'est le cas en Ukraine, n'étaient pas matérialisés sur le terrain. Puisqu'il faut imaginer que quelqu'un est propriétaire d'un tout petit bout ici de 3 hectares dans cette grande parcelle qui peut en faire une cinquantaine, donc un petit morceau. Mais la loi de privatisation prévoyait que chaque parcelle devait être accessible par un chemin. Évidemment, ça aurait été une destruction complète d'un parcellaire fait pour produire que de diviser de cette manière.
la proposition a été faite à tous ces villageois de constituer des exploitations agricoles privées, mais très peu d'entre eux, habitués au salariat, étaient prêts à prendre le risque de monter une entreprise agricole. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'y a encore aujourd'hui, sur une superficie 2 fois grande comme la France, que 40 000 exploitations agricoles privées. Toutes les autres, les 5 millions d'autres, 5 ou 6 millions, on ne sait pas exactement, le recensement est très incertain, comme toutes les statistiques des pays de l'ex-URSS, toutes les autres, eh bien, ce sont ces petites maisons. Alors, on voit sur cette image 3 structures qui existent. D'abord, ces toutes petites maisons qui forment la trame rurale du pays. Et puis on voit ici, par exemple, une parcelle qui est d'une taille plus modeste, et puis là, une parcelle de taille plus modeste. Ces parcelles ont été reprises par quelqu'un qui a eu envie de faire une entreprise agricole, quelqu'un de ce village, l'ancien agronome ou l'ancien chef du parc de matériel, qui avait l'habitude de gérer, qui avait l'habitude de commercialiser, et pour qui diriger n'était pas un obstacle. Et donc il a demandé que ces droits de propriété soient concrétisés, matérialisés dans une parcelle physique. Et il a pour ça mobilisé ses droits, ceux des membres de sa famille, jusqu'à assez loin. Il a ramené 20, 30 hectares. Et il a ensuite, à partir de cette première parcelle, peut-être une parcelle comme celle-ci, là, il a ensuite démarché les différents habitants du village pour prendre en location leur paille foncière et demander la concrétisation de ces pailles foncières dans un espace donné. Et ça lui a été possible au moins dans les premières années qui ont suivi l'indépendance des anciens pays de l'URSS. Et donc il peut avoir constitué une exploitation où en propriété il dispose d'une vingtaine d'hectares, mais il peut exploiter de 20 hectares, sa base de propriété initiale, jusqu'à 200 hectares ou 200 000 hectares. En effet, les grandes parcelles ici, totalement inaccessibles à ces ouvriers qui sont munis au mieux d'un camion, d'une camionnette, d'un triporteur, d'une moto avec sidecar ou de faux, ne sont évidemment pas à la portée de leur capacité de travail. Et par conséquent, ces terres-là seraient restées sans aucun usage agricole si l'ancienne structure du kolkhoz, elle-même privatisée, mais privée de la propriété du terrain, n'avait accepté de prendre en location les parts foncières des habitants et de proposer à ces habitants de rester des salariés de la nouvelle structure privée. Et donc ces kolkhozes ont repris l'essentiel de ces terres en devenant les locataires de leurs anciens ouvriers agricoles. Ce qui explique aussi la difficulté des relations humaines qui peuvent exister dans ces zones. Si l'ancien président de kolkhoz, qui a peut-être repris à son compte la structure privatisée, est un homme charismatique, respecté, qui ne roule pas dans une superbe 4x4 avec des vitres teintées et 2 gardes du corps de chaque côté, la confiance existe. Et le village est prêt à travailler pour lui. Si c'est un voleur qui préfère vendre au prix qu'il croit bon et en indiquant des prix soviétiques qui étaient en gros 10 ou 20 fois inférieurs, il peut garder la marge, 80% du résultat des ventes, s'acheter avec ça un penthouse à Londres ou un yacht quelque part, et se soucier comme du quart de l'évolution du village. Et ces évolutions sont visibles partout, dans tout le territoire de l'ex-Union soviétique. Alors si on part on comprend que le kolkhoz a donc privatisé, a pris en location la terre et parfois un entrepreneur, peut-être certainement pas celui-là parce qu'il aurait abandonné cette parcelle, mais un autre entrepreneur a pris en location le kolkhoz. Et le kolkhoz ayant des dettes, le kolkhoz n'arrivant pas à rembourser ses dettes, a pu négocier, en particulier après la grande crise monétaire de 1998 ou la crise de 2008 qui a accentué le phénomène de restructuration. Le président du kolkhoz a pu céder le droit d'exploitation à un repreneur qui a alors développé une agriculture intensive.
Voilà, les petites fermes de la population, 5 millions, 15 millions de ruraux, c'est la trame du pays. Le pays ukrainien compte 42 millions d'habitants maintenant. C'est 20% de la production végétale seulement, mais c'est 80% de la production animale. C'est là que se trouve concentré l'élevage laitier principalement. Et le lait est une denrée devenue rare, avec des prix extrêmement diversifiés qui vont de 18 centimes à 50 centimes le kilo. Ah non, c'est pas ça, c'est voilà. Alors les entreprises agricoles, donc très grande diversité. La plupart sont comprises entre 50 et 100 hectares, mais on a une gamme très, très haute d'entreprises qui sont soit de la superficie des anciens kolkhozes, donc 2-3 000 hectares, soit des groupes autour de 20 000 ou 50 000 hectares. Très forte dispersion des superficies, attachement à la terre. Et puis les holdings, apparus après la crise de 98, lorsque tout d'un coup, les importations de denrées alimentaires en provenance des stocks européens ou américains sont devenues inaccessibles après la dévaluation. Les entrepreneurs ayant gagné de l'argent dans d'autres secteurs, le commerce du pétrole, le commerce du bois, le commerce du gaz, eh bien, ont réinvesti ce secteur, notamment le secteur de l'aviculture, qui donne des résultats rapidement, et ils ont compris que le poulet, c'est une céréale à deux pattes, et que pour produire du poulet, il faut avoir des grains. Et donc, pour avoir des grains, il faut des hectares. Donc, ils ont proposé un marché avec les pouvoirs publics. Abandonnons les dettes à la collectivité. Nous investissons avec principalement le soutien des agrofournisseurs, et nous démarrons de nouvelles entreprises. Aujourd'hui, l'Ukraine compte une centaine de holdings dont la superficie est comprise, est supérieure à 30 000 hectares, 50 000 hectares, certaines très très grandes. La plus grande, qui va sans doute connaître un avenir compliqué, réunit 600 000 hectares aujourd'hui en Ukraine. Alors les systèmes de culture. Les systèmes de culture font coexister du matériel très ancien et des technologies extrêmement modernes. Les repreneurs d'entreprises sont allés aux États-Unis, sont allés au Brésil, sont allés en Argentine, sont allés au Paraguay, voir comment dans ces grandes terres de steppe, sont allés évidemment au Canada, dans le Manitoba notamment, dans le Saskatchewan, qui sont des foyers d'émigration ukrainienne, et ils ont vu les rendements et ils ont compris les technologies pour produire ces rendements. On arrive donc aujourd'hui à la coexistence de systèmes extrêmement diversifiés avec deux grands modes de conduite des cultures, un mode extensif et un mode intensif. Le mode extensif conduit à des résultats qui sont corrects, avec des marges, ici ce sont des marges qui sont en grivna, donc vous divisez en gros par 10 pour avoir la valeur en euros. En extensif, vous voyez sur du maïs, on dégage des marges nettes de 235 euros de l'hectare, tandis qu'en intensif, on arrive jusqu'à 600 euros de l'hectare de marge, avec des coûts unitaires qui sont de l'ordre de 80 à 100 euros la tonne. Les grandes entreprises sont celles qui dégagent les plus fortes marges. Vous voyez ici l'occupation de la superficie agricole en orange et en bleu le nombre de fermes. Et vous voyez qu'effectivement, ce sont les grandes entreprises qui mènent la danse sur les exportations. Les marges les plus importantes sont fournies par les cultures d'exportation, le maïs et le tournesol. Vous voyez ici que la rentabilité en intensif ou en extensif sont extrêmement élevées. Vous voyez que les marges atteignent en effet 600 euros sur du maïs et près de un peu plus de 500 euros sur du tournesol. Donc ces deux cultures sont extrêmement attractives pour un pays dont la consommation en grains ne dépasse pas 27 millions de tonnes. Or, la production du pays, l'année dernière, était de 63 millions de tonnes. Donc ces cultures sont des cultures qui sont amenées à se développer parce qu'elles sont génératrices de cash et de marge. Alors, raisonnement des choix de systèmes de culture, il faut distinguer, en réalité, il y a énormément de cas, parce qu'on n'est pas dans une agriculture homogène, centrée sur un modèle d'exploitation, mais sur une très grande diversité de modèles. Et en fait, on est contraint à une analyse, je dirais, au cas par cas, quand on regarde dans le détail. Si on regarde le choix des cultures dans les grandes entreprises, dans les holdings intégration verticale, le premier moteur, le premier critère de choix, c'est le marché. C'est les marchés. Où peut-on vendre les grains? Peut-on les transformer? Peut-on les exporter?
quelle est la part résiduelle qu'on laisse sur le marché intérieur. Le choix des cultures se fait de cette manière. Si l'on pouvait choisir seulement des cultures d'exportation, on le ferait. Ensuite, on ajuste les niveaux de production unitaire aux capacités de séchage et de stockage. L'URSS se caractérisait, vous le savez, par une absence de système de stockage des grains, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de contrôle de la population. Et donc, il y a un déficit important en capacité de stockage. Et plusieurs grandes entreprises préfèrent aujourd'hui être en dessous de leur potentiel, alors que le potentiel serait de 12 tonnes de maïs à l'hectare. Elles vont produire 5 tonnes parce qu'elles savent que dans le délai où elles peuvent récolter, elles pourront sécher ce grain et le mettre à l'export. Et ensuite, elles gèrent le risque, troisième critère, en se répartissant sur le territoire du pays, de l'est en ouest et du nord au sud. Si on est au contraire dans des entreprises, ici chez un de mes amis qui est un patron emblématique d'une entreprise qui s'appelle Ukraine, un grand patriote, eh bien le premier critère de choix des systèmes de culture, c'est ajuster l'intensification aux moyens financiers. Les moyens financiers, c'est le crédit fournisseur, c'est la marge des années passées, et en fonction de ça, le chef d'entreprise va partager son territoire en une partie qu'il traite en intensive et une partie qu'il traite en extensive. Ensuite, il va prendre l'état de la mécanisation et le risque entre cultures et non pas entre le territoire. Dans d'autres entreprises, les choix sont encore plus complexes. Ici, nous sommes dans la région de Tcherkassy. Cette ferme Niva a maintenu l'élevage alors qu'elle pourrait, sur ses 3000 hectares, ne faire que des productions végétales parce que la patronne, qui a privatisé avec son père cette exploitation, considère que c'est son devoir social de maintenir de l'emploi pour les centaines de personnes qui habitent dans les villages de cette ferme, et donc l'emploi, c'est l'élevage. Donc, très grande diversité. Diversité des cultures. Ici, nous sommes dans une petite holding de 30 000 hectares à Poltava, irrigation par souterraine des grandes cultures. Diversité des itinéraires techniques. Si l'on devait résumer, on a dans les rotations une très grande gradation, depuis les rotations binaires maïs-soja dans les très grandes entreprises orientées vers l'exportation, jusqu'à des rotations traditionnelles sur 5 à 8 ans avec jachère longue. Choix des semences, lorsqu'on est en extensif, sur des semences céréalières à paille, produites localement. Lorsqu'on est sur les cultures de vente, on fonctionne sur des semences d'importation. Préparation des sols, eh bien, toutes les formes de no-till sont utilisées par les grandes entreprises, mais aussi aujourd'hui par des entreprises de taille plus modeste. On voit bien donc cette répartition en fonction des objectifs de production des différentes techniques. Alors pour le maïs, hein, le choix essentiel, c'est, on voit bien la montée du maïs en superficie, on voit le choix grandissant, on voit les marges qui sont tout de même considérables, on voit également que le maïs, eh bien, on sait aujourd'hui utiliser toutes les technologies de séchage et de stockage, y compris les big bags qui présentent un grand avantage. Un réseau de silos, on peut exporter aujourd'hui, on peut charger près de 30 millions de tonnes sur les ports de la mer Noire, même en étant privé de la Crimée. Stockage, il y a encore des besoins énormes de stockage pour mettre tout aux normes internationales, mais on arrive tant bien que mal à faire circuler les wagons, les bateaux jusqu'au port de chargement. Et donc on peut penser que voilà, alors le marché de l'Ukraine, c'est principalement, vous voyez, l'Union européenne, c'est le premier marché de l'Ukraine. Et vous voyez qu'en derrière, ce sont les marchés de l'Union européenne qui viennent juste derrière ceux de l'Europe, l'Égypte, l'Iran, la Libye, la Turquie, etc. On vole des exportations, on est à 20 millions de tonnes de maïs exportés. On va vraisemblablement faire un peu plus. On va voir cette année, en fonction des disponibilités financières, les quantités de semences qui pourront être achetées. Mais c'est évidemment, compte tenu des marges disponibles, la culture qui va se développer. Perspective, croissance modérée de la consommation intérieure, très peu de perspectives aujourd'hui de développement d'un élevage, et même si l'élevage reprenait sa part, il consommerait peu du potentiel de production disponible. Je passe, vous retrouverez ça sur les productions d'alcool éthylique également modestes. Il faut changer le parc de voitures, il faut changer l'organisation de la distribution. On est aujourd'hui dans un pays qui a un potentiel de production de 100 millions de tonnes contre les 63 et des poussières de l'année dernière. Donc les 40 millions de tonnes qui sont susceptibles d'être produits par ce pays seront entièrement exportés.
elles seront obtenues au coût de production actuel, les meilleurs coûts de production actuels du maïs, et donc c'est une véritable concurrence. Vous regarderez sur le papier le bilan du maïs, l'évolution des superficies, la croissance. Évidemment, l'Ukraine s'intéresse au marché de la Chine, qui est extrêmement demandeur de maïs, et évidemment, l'Ukraine sera amenée à regarder de façon plus précise, sans doute, la formation d'un marché mer Noire, véritable serpent de mer depuis de très nombreuses années, pour que les blés russes et kazakhs puissent se mélanger. Mais pour les opérateurs, ce marché existe et est déjà constitué. Ils sourcent, comme ils disent, les différentes provenances de la mer Noire. Merci pour votre attention. Merci. Voilà. Merci beaucoup donc pour cet exposé, et j'ai été frappé par les capacités d'exportation qui sont très réelles. Mais il y a deux événements récents qui devraient encore les renforcer davantage. C'est l'attribution par l'Union européenne à partir du mois de juin, semble-t-il, de quotas d'importation à taux zéro, sans droit de douane. Et puis, peut-être encore plus important, l'effondrement, hélas pour les Ukrainiens, de la monnaie ukrainienne, qui devrait faciliter beaucoup les exportations, à moins que ça se passe dans une autre monnaie, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. L'essentiel de l'exportation se fait en devises étrangères, à des prix phobes. Et donc, et c'est une des raisons pour lesquelles, pour les entreprises, il est très intéressant d'exporter, c'est que c'est une ressource en devises. Par contre, l'écart entre le prix FOB et les prix ex-works en Ukraine est considérable, puisqu'il est de l'ordre de 40 à 50 $ la tonne. Donc je ne pense pas qu'il y aura une grande incidence de l'évolution, quelle qu'elle soit, de la monnaie sur le niveau des exportations agricoles. Je pense que les quotas vont sur... Je ne sais pas quel sera le volume de quotas qui sera proposé. Je n'en ai aucune idée. Voilà. Donc c'est significatif, mais pas énorme. Je pense que l'avantage principal des quotas à taux zéro portera sur le secteur de l'aviculture, qui va venir très vivement concurrencer l'aviculture européenne. Sur les grains, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, parce que 2 millions de tonnes, c'est peu par rapport à ce que déjà l'Union européenne achète en Ukraine. Bernard Bourget, donc Académie d'agriculture. Moi, je voulais t'interroger sur les opérateurs, justement, sur les céréales, parce que quand on était allé en Ukraine, on avait rencontré, à ton initiative d'ailleurs, les représentants de Soufflet, il y a aussi Champagne Céréales. Alors, il y en a sans doute d'autres. Je pense que les Allemands doivent être très présents également. Est-ce que tu peux nous dire également quelque chose sur ces opérateurs ? Alors les opérateurs, oui, les opérateurs, tous les grands opérateurs mondiaux sont présents. Tu vois sur ce transparent le classement des 10 premiers opérateurs sur le marché ukrainien. Donc en premier on trouve Louis Dreyfus, ensuite on a Bunge, Topfer, qui a un accord avec la coopération française, Kernel qui est un Ukrainien, deuxième Ukrainien dans le dispositif, Nibulon étant en tête. Nibulon est un Ukrainien, Nibulon ça veut dire Nikolaïev, Budapest, Londres. Cette société a été créée par son patron, Vadatursky, avant l'effondrement de l'URSS pour faire un peu de commerce quand Gorbatchev avait autorisé les entreprises à faire du commerce. C'est devenu aujourd'hui le premier opérateur. Il va faire cette campagne, vraisemblablement, 5 millions de tonnes. Dreyfus fait autour de 4 millions de tonnes d'exportation. Et donc on a trois Ukrainiens dans les 10 premiers. Les autres sont les grands noms mondiaux qui considèrent que cette zone est une zone source, qui considèrent que cette zone est une des rares zones du monde avec un fort potentiel de croissance, et donc ils misent sur cette zone. Et ils ne font pas l'erreur qu'a commise l'Union européenne de négocier bilatéralement avec l'Ukraine sans négociation avec la Russie. Ils négocient avec l'Ukraine et avec la Russie. Dreyfus en particulier en ce moment a un projet au voisinage de Kertch qu'il fait avec une implantation en Russie le long de la Volga et du Don et une implantation en Ukraine. Et ce sont eux qui mènent les exportations.
Bonjour, André Defoy, Stratégie Grain. Je reviens sur la question du taux de change et de la forte baisse de la monnaie ukrainienne. Est-ce qu'à l'inverse, vous ne pensez pas que ça risque au contraire de limiter les exportations? D'une part, vous avez dit que les semences étaient achetées à l'étranger, donc en limitant les intrants et en faisant que la production soit finalement beaucoup plus basse cette année que ce qu'on a eu en 2013 à cause d'un manque de moyens de production. Alors, je ne sais pas aujourd'hui répondre à votre question sur le niveau des intrants pour la campagne de printemps, c'est-à-dire pour les semences de maïs et pour les semences de tournesol. Je connais assez bien ces pays et je sais qu'il y a une grande partie des achats d'intrants qui s'effectuent en cash. Et je sais très bien que beaucoup d'entreprises, dans nos clients de Crédit Agricole en Ukraine, ont du cash, alors que leur comptabilité n'en montre pas. Et donc je pense que la balance va être faite assez rapidement dans les grandes entreprises. Je pense qu'il n'y aura pas de changement sur le niveau des achats. Or, les grandes entreprises représentent vraisemblablement plus de 60% de la contribution aux exportations. Donc je ne m'attends pas à une baisse de ce côté-là. Je m'attends à une baisse des achats de semences de cultures d'exportation dans les petites exploitations, privées quand même, dans les exploitations de quelques milliers d'hectares, que moi j'appelle petites en Ukraine, qui vont sans doute être amenées à dépenser moins parce qu'elles auront moins d'argent, et donc elles vont faire un peu plus de blé, un peu plus d'orge. Mais l'incidence globale sera modeste. Il y aura une baisse parce que l'année dernière était une année tout à fait exceptionnelle, climatiquement parlant. Donc on a fait 63,8 millions de tonnes selon les statistiques du ministère. Moi je pense qu'on a fait 65 millions de tonnes au moins. Et donc on fera très vraisemblable que compte tenu des variations climatiques, on peut viser 50-55 millions de tonnes. Ça laisse encore 20 millions de tonnes, 25 millions de tonnes d'exportation. Oui, Claude Foulon. Il y a des investisseurs français qui ont investi dans les terres d'Ukraine. Je voudrais savoir si les terres étaient louées ou achetées. Et en ce qui concerne la technique, je voudrais savoir sur le plan humique, qu'est-ce que ça donne? Alors, le régime de la propriété, le régime des terres est celui donc de propriété privée pour à peu près le tiers des terres, sous forme de parts foncières données aux villageois, sans possibilité de vente. Les deux autres tiers sont détenus par les collectivités territoriales et l'État, qui louent. On a découvert récemment que les terres de l'État, louées aux amis du pouvoir, n'avaient pas fait l'objet de véritables contrats de location. Donc le régime de la location s'applique à tout le monde, aux Ukrainiens ou aux étrangers qui ont investi dans l'agriculture ukrainienne. Il y a deux catégories d'investisseurs, les bons et les mauvais. Les bons sont ceux qui ont compris que pour travailler en Ukraine, il fallait d'une certaine manière s'ukrainiser, qu'il fallait être là tout le temps. Les mauvais, ce sont ceux qui ont pensé, ce sont ceux que j'appelle les flying farmers. Ils viennent une fois tous les 15 jours par l'avion Paris-Kiev, on les attend, on les prend en voiture, éventuellement la traductrice rend des services supplémentaires, et on repart après 3 jours sur place. Évidemment, avec les ratios que vous connaissez dans l'efficience des moyens de production, 2 heures de travail par hectare et par an, tout compris, on a toute chance, avec un tel calendrier, de ne pas être là quand il faut. Et donc, on ne s'est pas rendu compte que les engrais qu'on avait payés pour fertiliser le maïs, on les avait distribués pour fertiliser le millet, pour fertiliser le froment, l'orge pour les chevaux, le seigle pour ceci, etc. Et donc, on n'a pas les résultats qu'on attendait. Et donc aujourd'hui, dans les investisseurs occidentaux en Ukraine, dans ces deux catégories, je ne citerai pas de nom, je crois que je les connais à peu près tous, ces investisseurs français en Ukraine, mais j'en connais un en particulier qui est installé à Dnipropetrovsk, qui n'est pas la meilleure zone de l'Ukraine, ce n'est pas les meilleures conditions climatiques, notamment du point de vue de la pluie, mais l'année dernière, sur ces 7000 hectares, il a gagné 1 200 000 euros net. Net. En ayant mis de côté en Ukraine ce qu'il fallait pour financer la campagne actuelle. Et j'en connais d'autres qui sont partis avec beaucoup de pertes. Donc je pense que tout est dans le management.
être obligé d'arrêter. Oui, parce là, que sinon, mais monsieur avait nos demandé- invités n'auront pas le droit de parole, Oui, oui, alors. Monsieur avait demandé la parole, voilà. Et ensuite on arrêtera, hein, je suis désolé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer comment le maïs, la culture du maïs peut se développer alors que vous avez présenté une situation hydrique, une pluviométrie faible. Je doute qu'il y ait des installations d'irrigation. Peut-être pouvez-vous nous dire comment le maïs pousse sans pluie. Oui. alors, dans les zones à risque, il y a de l'irrigation. Il y a de l'irrigation. Il faut regarder plus en détail les systèmes d'irrigation qui fonctionnaient avec des ressources externes ont été évidemment, avec des tuyaux, ont été cannibalisés. Mais on a réinvesti dans l'irrigation depuis les 5 dernières années. Et si vous survolez tout le sud de l'Ukraine, vous serez frappé par la quantité de grands cercles d'irrigation. Depuis 2 ans, l'irrigation capillaire sous maïs se développe. Donc avec des pompes, un surpresseur, on utilise une réserve, on utilise des rivières au flux extrêmement abondant et on arrose. Donc il y a premièrement de l'irrigation. Deuxièmement, dans la grande zone nord et nord-ouest du pays où se développe le maïs, on est entre 500, 600, 700 mm. Donc on peut parfaitement cultiver du maïs avec un rendement tout à fait acceptable. Les rendements des bonnes entreprises qui sont situées là au nord de cette zone dite d'agriculture à risque produisent entre 7 et 12 tonnes par an. On va... Quel est l'usage des PGM en Ukraine et l'incidence éventuelle que ça a sur les exportations? Alors, on y reviendra, j'espère, dans le débat tout à l'heure. L'Ukraine interdit la culture des OGM, mais il se trouve que vraisemblablement une bonne partie des semences est OGM. Qu'il s'agisse du tournesol dans une faible proportion, peut-être du maïs, au moins clair, du colza c'est sûr. Les cultures OGM étaient en cours de normalisation et d'acceptation officielle dans le pays. Et donc, on va passer la parole à Sylvie Brunel, qui est une géographe, qui est auteure d'une géographie amoureuse du maïs, qui est un livre très intéressant, et qui va, cette fois-ci, maintenant on va aborder la question de la production du maïs dans le monde. Je vous donne Merci. la parole maintenant, madame. Bien, bonjour mesdames et messieurs. Vous avez bien compris que cette intervention ne serait pas de la même nature que celle de monsieur Hervé, que je remercie de m'avoir invité. J'ai publié une géographie amoureuse du maïs en partant du désamour dont le maïs est victime en France et de toutes les accusations dont il est l'objet. J'ai pensé qu'il était utile de rappeler un certain nombre de données qui ne vous apprendront rien, bien évidemment sur le maïs, mais puisqu'on m'a demandé d'être là, je vais faire le job. Je prie ceux qui ont déjà lu mon livre, comme mon collègue Jean-Paul Charvet ou d'autres, de bien vouloir me pardonner, de répéter des choses qu'ils connaissent déjà. Le maïs, c'est la céréale de la mondialisation. On le voit bien. Bon, alors là, je vous ai mis quelques images que vous reconnaîtrez, bien évidemment. Khrouchtchev, qui a été un des premiers à avoir la vision que la Russie et l'Ukraine seraient une corn belt. Il voulait planter le maïs. Il n'avait pas, malheureusement, de semences suffisamment résistantes au froid. Et donc ces essais n'étaient pas véritablement des réussites, mais on l'a vu avec M. Hervé, l'Ukraine est en train de... Enfin, nous savons aujourd'hui une corn belt de la mer Noire qui est en très fort accroissement, puisque c'est en train de devenir le 3e exportateur mondial. Félix Ange Patassé, la fameuse Centrafrique, il voulait faire un maïs africain. Évidemment Louis Bidot, le père des maïs hybrides en France, et puis quelques visions emblématiques du maïs, le dieu du maïs chez les Mayas, les fameux cornflakes, les tortillas mexicaines et la diversité des maïs traditionnels. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'on peut dire que le maïs, c'est
l'emblème végétal de la mondialisation. Plus de 150 pays le cultivent et 2 chiffres permettent de bien comprendre à quel point le maïs devient important. En 1960, il n'y avait que 110 millions d'hectares cultivés en maïs et on produisait 100 millions de tonnes. 110 millions d'hectares, 100 millions de tonnes. Ça ne représentait que 10% des céréales produites dans le monde. En 2013, on est passé de 110 millions d'hectares à 167 millions d'hectares de sol de maïs dans le monde. Donc la sol n'a augmenté que de 50%, mais la production, elle, a été multipliée par près de 10, puisque nous produisons 1 milliard de tonnes de maïs, c'est-à-dire quasiment la moitié des céréales produites dans le monde. Donc on voit bien la place que le maïs occupe de plus en plus dans la mondialisation. Et pourquoi ? Eh bien parce que ce maïs est une céréale qui est aujourd'hui universellement consommée. Elle est la première plante alimentaire dans un grand nombre de pays. Et notamment, on peut dire que c'est la céréale antifamine des pauvres. En Afrique, par exemple, j'ai pu constater à quel point le maïs évince de plus en plus le sorgho. Pourquoi ? Parce qu'il produit beaucoup plus que le sorgho. Tout est utilisable dans cette plante. Et surtout, c'est la seule céréale que le paysan peut consommer avant qu'elle soit mûre. Il ne peut pas faire ça avec du blé, il ne peut pas faire ça avec du riz, mais le maïs, il peut aller dans le champ et il peut consommer l'épi sous forme de grains de lait, si vous voulez. Donc c'est une céréale qui progresse beaucoup. Et par exemple au Bénin, eh bien, vous voyez, on voit des gloires au maïs parce que c'est un des pays d'Afrique de l'Ouest où aujourd'hui le maïs occupe près de 2/3 de la sol de céréales. Alors, évidemment, il faut revenir à l'Amérique indienne, où cela reste la base de l'alimentation, préparée de multiples façons différentes. J'envoie aujourd'hui mes étudiants en partenariat avec la GPM au Pérou, en Bolivie, en Argentine, au Mexique. Et ce qui est marquant, c'est de voir 2 circuits de maïs qui cohabitent, un circuit de maïs alimentaire, traditionnel, paysan, avec une très grande diversité de plantes, mais des rendements très faibles, et puis un circuit de maïs fourragé, moderne, avec des exploitations qui ont, elles, des rendements très élevés. On passe de 1,5 tonne, 2 tonnes en culture paysanne à 5 tonnes, 6 tonnes en culture industrielle. Alors, ce qui est très intéressant aussi quand on regarde l'ancienneté du maïs en Amérique latine, c'est de voir qu'un certain nombre d'architectures qu'on n'arrivait pas à expliquer pendant très longtemps sont en réalité copiées sur l'emboîtement des grains sur la rafle de maïs. Donc j'ai voulu vous mettre cela pour votre, l'intérêt de cette plante et évidemment toute l'ampleur culturelle qu'elle revêt en Amérique latine. Alors au Pérou par exemple, le Pérou, on parle toujours du Mexique comme berceau du maïs, mais le Pérou des Incas s'enorgueillit d'être le berceau du maïs. On sait que c'est plutôt historiquement le Mexique, mais le Pérou est très fier de son maïs noir, de son maïs blanc géant. Et la diversité des maïs au Pérou donne lieu à tout un ensemble de programmes de conservation de cette diversité génétique. Vous le savez, c'était dans ces pays la plante des dieux, puisque les Mayas, qui veut dire gens du maïs, façonnaient le crâne, l'aristocratie maya façonnait le crâne de leur nouveau-né en forme soit de grains de maïs, soit d'épis de maïs. On a mis assez longtemps à comprendre, quand on regardait l'iconographie maya, ce que voulait dire cette dolicocéphalie excessive des Mayas. On pensait que c'était une caractéristique physique jusqu'à ce qu'on trouve les instruments de contention qui permettaient de façonner ces crânes de cette façon si marquante. Alors, bien sûr, quand les colons du Mayflower arrivent en 1620, ils vont se voir remettre, c'est une histoire qui est connue, la capacité, il meurt de faim pendant l'hiver, mais le grand sachem Massasoit qui s'imagine qu'il va avoir des alliés face à d'autres tribus indiennes avec lesquelles il est en concurrence, va leur communiquer la façon d'utiliser le maïs. Et hélas, la fête de Thanksgiving, qui est fêtée fin octobre au Canada, début novembre aux États-Unis, qui est considérée aux États-Unis comme la naissance de la nation américaine, est considérée pour les Indiens comme le début de la fin, puisque c'est à partir de ce moment-là que les anglo-saxons vont
développer une culture du maïs qui créera la nation américaine, qui sera le cœur de la puissance du food power américain. La Corn Belt américaine, c'est un tiers des récoltes mondiales, 50% du marché mondial. Je vous ai mis là le Corn Palace de Mitchell, qui est une petite ville du Dakota du Sud, où on fait chaque année des fresques en l'honneur du maïs. Et évidemment, autour de cette Corn Belt qui, un siècle avant l'agriculteur français, se modernise, développe un certain nombre de variétés à haut rendement, eh bien c'est toute la puissance de l'agriculture, de l'agrobusiness américain qui se déploie. Mais la plante des dieux devient, comme pour reprendre l'expression de Christophe Labarde, celle des gueux au XVIe siècle, puisque quand Christophe Colomb rapporte le maïs dans ses navires, eh bien, il va à la fois permettre la traite, c'est une céréale qui présente l'avantage d'être préemballée, si je puis dire, et de très bien se conserver, et surtout le paysan de la Renaissance en France qui souffre de la faim comprend que sur le maïs, eh bien, on peut le cultiver dans le jardin, on ne paye pas la dîme. Ce sont un certain nombre de travaux d'historiens qui ont été menés et on voit bien que le maïs, qui n'est pas compris au départ, qui est perçu comme un monstre botanique, on ne comprend absolument pas les principes de reproduction du maïs, on pense que les soies sont des sortes de crinières destinées à effrayer les oiseaux. On ne comprend pas qu'il y a à la fois les plantes mâles et les plantes femelles sur la même plante, mais ça je laisserai Catherine Regnault et Marc Delos prendre la suite sur les questions spécifiquement agronomiques. En tout cas, ce qui est marquant, c'est que partout, toujours, le maïs est la plante étrangère. Il a toujours le nom des voisins. Où que l'on soit, que ce soit au Portugal, que ce soit dans tous les pays d'Europe, eh bien, le maïs vient toujours d'ailleurs. Nous sommes considérés comme la civilisation du blé, la civilisation de la Bible. Les Asiatiques sont la civilisation du riz. Et le maïs, c'est partout la plante étrangère. Et on peut se demander si dans la méfiance à l'égard du maïs qui caractérise encore nos sociétés, ne réside pas encore cette peur de ce qui vient d'ailleurs et que l'on ne comprend pas. En tout cas, certains ne s'y trompent pas, et Parmentier, dont les écoliers français apprennent que c'est le père de la pomme de terre, en tout cas de la diffusion de la pomme de terre, c'est surtout quelqu'un qui, en 1784, est primé par l'Académie de Bordeaux pour ses travaux sur le maïs comme plante antifamine, le meilleur cadeau que le Nouveau Monde ait fait à l'ancien. Tout comme le moine de Grégor Mendel qui travaille sur les croisements, eh bien on dit toujours qu'il travaille sur les petits pois, mais il travaille beaucoup aussi sur les maïs. Donc il faut rendre justice au rôle que le maïs a joué dans la naissance de la lutte contre la faim en Europe et dans la naissance des premiers travaux de ce qui n'était pas encore la génétique, mais qu'il est devenu. Alors bien sûr, tout un ensemble d'histoires autour du maïs que vous connaissez probablement, les fameux poulets de Bresse. On dit que les habitants de la Bresse sont très pauvres et qu'ils ont le ventre jaune parce qu'en réalité ils sont tellement pauvres qu'ils sont obligés de se nourrir de maïs et se brouer, ces bouillies leur donnent un gros ventre jaune. La vraie histoire, vous le savez, c'est que le poulet de Bresse est le seul poulet à hausser en France et il est nourri à partir du maïs. Et les habitants de la Bresse sont tellement riches qu'ils doivent cacher leurs écus d'or sur leur ventre pour que les voisins, les Lyonnais, ne leur volent pas. Et c'est ça la vraie histoire des ventres jaunes. Évidemment, les Béarnais ne sont pas du tout contents quand on dit qu'Henri IV a instauré la poule au pot après avoir goûté le fameux poulet de Bresse. Vous pouvez aujourd'hui goûter les gaudrioles, qui sont un aliment à base de maïs enrichi en sucre et en huile. Alors, toujours est-il que quand on voit à quel point le maïs se développe, à quel point il est considéré comme l'aliment antifamine des pauvres, eh bien surgit au XIXe siècle une maladie qu'on ne peut pas identifier parce que notre médecine est encore très influencée par la médecine d'Afrique du Nord, et c'est la pélagre. La pélagre dont la caractéristique sont les 4D, diarrhée, démence, dermatose et décès.
Et cette pélagre, eh bien, elle est liée à une carence, à la carence d'une vitamine, puisque vous le savez, le maïs n'est pas dans... Les Indiens savaient le fabriquer, le cuire de façon à rendre ces protéines assimilables par l'organisme, le tryptophane et la lysine, mais nous le raffinons, nous l'utilisons comme le blé, et le maïs qui n'est plus cultivé avec de la chaux, de la cendre, de la salive ou du citron, eh bien, perd un certain nombre de propriétés, qui fait qu'au XIXe siècle, on voit apparaître cette maladie de carence, qui va d'ailleurs donner naissance au mythe du vampire, puisque ces gens qui étaient bien nourris, c'est déjà fini, déjà 5 minutes, bon, alors d'accord, alors on continue. Donc, dans les livres d'agronomie, vous avez des maïs français. Je crois que vous m'aviez dit, Jean-Jacques, que j'avais un peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave. Donc, des maïs français, mais il faut quand même voir que avant la révolution des hybrides, le maïs stagne en France. Il demande beaucoup de travail. Les rendements sont faibles. En France, les rendements ne dépassent pas 20 quintaux par hectare. Donc, on se retrouve avec une plante qui va devoir être transformée. Aux États-Unis, c'est Wallace, père de Pioneer et père aussi du New Deal, qui est d'abord un New Deal agricole. En France, c'est Louis Bidot qui va relancer la GPM. Et imaginez cette photo, imaginez la même chose aujourd'hui avec des OGM, coopératives agricoles, champ d'expérimentation, maïs OGM américain. Allez, 1 minute d'existence, de durée de vie, à peu près. Donc vous le savez, ça vous le savez. Alors c'est intéressant, la céréale la plus prolifique au monde, je veux dire, les rendements exprimés en quintaux par hectare, eh bien, on gagne en France 1,3 quintal par an et par hectare. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller dans le potentiel de productivité de la plante. On peut vraiment parler du mystère, du miracle du maïs. Aujourd'hui, c'est 10% de la superficie agricole utile chez nous, et on peut dire que le maïs est quasiment substituable au pétrole, puisque pour un grain de maïs, vous avez plus de 1500 utilisations, qu'ils soient fourragères, chimie verte, alimentation évidemment humaine, alimentation animale. Et il est probable que dans cette pièce, même si elle est très ancienne et très vénérable, eh bien le maïs a dû être utilisé pour fabriquer un certain nombre de produits. Alors, le problème, c'est que le maïs symbolise chez nous le divorce entre la société et l'agriculture moderne. On dit c'est la plante des bœufs, on dit c'est la plante qui consomme trop d'eau, on dit que c'est la plante qui sert de cheval de Troie aux OGM, on dit que c'est la plante qu'on met dans le réservoir des voitures. Eh bien, effectivement, Jean-Paul Charvet le montre dans son travail, les usages du maïs sont concurrentiels, mais ce qui pose le plus de problèmes en France, qui est toujours accusé, c'est l'irrigation. Or, évidemment, dès qu'il y a une sécheresse, on pense que c'est parce qu'on irrigue le maïs, d'autant que c'est le moment où le citadin est en vacances au volant de sa voiture, il voit tourner les asperceurs et il a l'impression que le maïs vole l'eau qu'il pourrait mettre dans son golf ou dans sa piscine. Et en réalité, quand on regarde la valorisation de l'irrigation, eh bien on voit que le maïs est la plante qui valorise au mieux l'irrigation, parce que c'est une plante d'origine tropicale. Et vous le voyez en dessous, chiffre du CNRS, la quantité d'eau nécessaire à la production de quelques produits agricoles, eh bien riz pluvial 1600 litres, soja 900 litres, blé 590 litres, pommes de terre aussi, maïs 460 litres. En France, un quart seulement notamment quand on est semencier, au moment de la levée et au moment de la pollinisation. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous en savez suffisamment. J'aurais pu évidemment continuer, mais vous avez compris que dire du mal du maïs aujourd'hui, c'est ne pas comprendre les grands enjeux du développement durable demain. Il va falloir nourrir 2 milliards d'hommes en plus d'ici 2050. Il va falloir faire face à des incertitudes que nous devinons sans les comprendre. Anticiper le changement climatique, ça veut dire préparer des plantes qui soient à la fois à fort potentiel et qui puissent valoriser au mieux l'eau, une eau qu'on utilise de façon de plus en plus efficiente. Eh bien, vous l'avez compris, je suis une fervente défenseuse du maïs. Je vous remercie. Bien, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs. Donc moi je vais vous parler du maïs au cœur des enjeux de la protection phytosanitaire, donc une présentation que je fais en collaboration avec Marc Delos, qui est expert national grande culture auprès de la DGAL. Alors,
quelques camemberts aussi, hein, pour commencer l'exposé. Donc en France, c'est 3 millions d'hectares, pour moitié grains, pour moitié maïs fourrage, avec une production de maïs fourrage surtout dans l'ouest de la France en lien avec l'alimentation des animaux de l'industrie laitière, et une production de maïs grain donc dans le Grand Sud-Ouest, un rendement moyen, comme on l'a dit, de à peu près 105 quintaux hectares, et une production pour l'année 2011 de 16 millions d'hectares. Toutes ces informations viennent bien sûr du site très pédagogique de la GPM. Sylvie Brunel vous en a parlé, des usages diversifiés du maïs grain, je n'insiste pas. En Europe, on a emprunté aussi donc, quelques cartes au même site. Donc je voulais simplement insister sur le fait qu'on a 15 millions d'hectares cultivés, 60 millions en maïs grain, et la production française de l'Union européenne représentait en 2012 un quart, c'est-à-dire environ, donc je vous ai dit 16 millions sur 65 millions de tonnes. Dans le monde, on a évoqué effectivement le fait que le maïs maintenant dépassait en termes de production le blé et le riz. Et vous voyez qu'ici, vous avez donc comme pays principal producteur les États-Unis, suivi de la Chine. L'Union des 27, maintenant 28, représente à peu près 10%. Et ici, sur ce graphe, vous avez l'évolution des des pays exportateurs en maïs au cours des 15 dernières années. Et vous voyez que l'Ukraine a pris une part importante. Elle est passée de 1% à 15%. Et on a aussi un autre pays émergent, le Brésil. Donc il est important pour l'agriculture française, bien sûr, de conserver ses parts de marché. Et pour conserver ses parts de marché, il faudra d'une part assurer de hauts rendements, améliorer les performances agronomiques. Et vous avez ici l'augmentation des rendements en France du maïs grain. Et également donc limiter les pertes dues aux bioagresseurs. Alors parmi les bioagresseurs, les nombreux bioagresseurs du maïs, eh bien j'en ai retenu 3. Donc 2 insectes lépidoptères foreurs, ici la pyrale avec sa chenille, et ici la sésamie, qui sont les 2 lépidoptères majeurs, ravageurs majeurs en France. Et aussi, il faut préserver la qualité des récoltes, en limitant notamment les contaminations aux champs. Et ici, vous avez 2 magnifiques photos de fusariose du maïs provoquées par des champignons pathogènes, les fusariums. Alors, quelle est l'occurrence de ces ravageurs? Eh bien, sur le territoire national, la sésamie est largement localisée dans un grand sud-sud-ouest de la France, avec plusieurs générations annuelles. La pyrale est répartie un peu plus sur l'ensemble du territoire national, avec une particularité, une pyrale qui est à une génération dans le nord-nord-est, et une pyrale qui a plusieurs générations aussi dans le sud-ouest de la France. Quand on regarde la carte des contaminations fusariennes, eh bien on voit qu'elle se superpose à celle de la pyrale largement, avec notamment ici donc une prédominance. Alors ce qui est en bleu, c'est le grain sain, hein, donc rassurez-vous, mais ce qui est en vert et ce qui est en rouge, ce sont les grains qui sont fusariés. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces lépidoptères foreurs et cette pathologie? Eh bien, je vais emprunter une animation à Laurent Folcher, qui a soutenu une thèse à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, où il vous montre que cette plante donc, va recevoir les œufs des 2 lépidoptères, la pyrale et la sésamie, qui vont éclore. Les larves vont consommer ces feuilles et ces épis, et par les blessures qu'ils occasionnent, eh bien, les fusariums peuvent s'installer, et quand les conditions sont réunies, elles sécrètent des mycotoxines. Alors, quel type de mycotoxines? Quand il s'agit des fusariums, en France, nous avons donc des fumonisines, par exemple, qui sont cancérogènes et immunotoxiques, et qui ciblent le rein ou les foies, qui sont sécrétés par les fusariums proliferatum, par exemple. Ici, nous avons les trichothécènes aussi, qui sont sécrétés par un autre type de fusarium, le fusarium
Graminearum. Et vous voyez que c'est une molécule, citricotéscène, dont le déoxynivalénone, eh bien, est à la fois tumorigène, immunotoxique et anorexigène, et souvent elle s'accompagne d'ailleurs de sécrétion de zéaralénone, qui, elle, est un perturbateur endocrinien majeur. Comme tout système culturel, le maïs donc, est soumis à différentes contraintes et différents environnements. L'environnement de la parcelle, les pratiques culturelles, j'ai été trop vite, voilà, non, désolé. Voilà, les pratiques culturelles vont intervenir. Bien sûr, le climat, le choix des cultivars, qui seront plus ou moins résistants à la sécheresse, au stress hydrique, et puis aussi, bien sûr, les traitements phytopharmaceutiques. Et donc, tout cet ensemble, eh bien, quand les conditions sont réunies, vont faire que les fusariums vont sécréter les mycotoxines dont je vous ai parlé. Et puis ici, dans un petit rond jaune, eh bien, j'ai mentionné un autre bioagresseur non désiré et même, je dirais, préoccupant, ce sont les aspergillus. Les aspergillus qui ne sont pas présents en France, normalement, mais qui peuvent l'être si les conditions climatiques sont réunies. Alors en réalité, on n'en a pas trouvé en France, mais on en a trouvé en Italie, on en a trouvé aussi dans des productions de l'Europe de l'Est, justement. Et les aspergillus sécrètent des aflatoxines qui sont hautement cancérigènes. Ce qui fait que l'élevage qui consomme ces grains de maïs ou cet ensilage de maïs, eh bien, peuvent être amenés à être contaminés. Et on a retrouvé des laits donc, qui étaient contaminés en mycotoxines en 2012. Si vous voulez de plus amples informations, notre grand expert de la question, c'est Marc Delos qui est dans la salle. Alors, pour contrôler ces bioagresseurs, eh bien, on ne manque pas, heureusement, de méthodes de contrôle, la lutte chimique, la lutte biologique, les composés sémiochimiques, l'approche génétique biotechnologique, les techniques agronomiques, la protection intégrée. Je vais revenir en détail sur ces méthodes appliquées au maïs, au contrôle du maïs et au contrôle de notre couple, le lépidoptère fusarium. Donc pour les lépidoptères foreurs, eh bien, la prophylaxie marche très bien dans la mesure où on va broyer les résidus à la récolte en provoquant aussi un dessouchage et un éclatement des pivots. Et vous voyez ici le genre de machine qui est utilisée très couramment. Et donc c'est quelque chose, cette pratique prophylactique marche très très bien. On peut aussi varier la date des semis, de façon à ce que le développement de l'insecte et le développement de la plante ne concordent pas. Donc on va jouer sur les caractères précoces ou retardés. Pour les fusarioses, en prophylaxie, il faudra gérer les résidus, bien sûr, mais aussi éviter les stress, notamment le stress hydrique, qui peuvent être dus à l'altération racinaire ou aux adventices, par exemple par de l'irrigation, et puis choisir des variétés peu sensibles. Alors, une petite recherche à laquelle j'ai été donc associé, qui s'est réalisée avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Université d'Ottawa et l'Université de Guelph, ça a été la recherche de gènes candidats pour améliorer la résistance au maïs. Et en particulier, donc, grâce au criblage qui avait été fait et à la sélection de 75 lignées de maïs dans les laboratoires de Mark Hamilton et de l'Anaride, à la ferme d'Ottawa, d'Agroalimentaire Ottawa, eh bien, on avait essayé de... Excusez-moi. On avait regardé quelle était la corrélation que l'on pouvait faire entre la sévérité de la maladie et la teneur en polyphénol pariétaux, l'acide diphérulique notamment. Et on avait constaté qu'effectivement, une telle corrélation pouvait être établie. Les espèces qui étaient sensibles, les variétés qui étaient sensibles, ayant de faibles teneurs en acide phénylpropanoïde. Donc la recherche s'est poursuivie par l'analyse des QTL, et là, on a pu constater qu'on avait des coïncidences entre des zones sur les chromosomes, donc biosynthétisant les phénylpropanoïdes et provoquant la résistance à la fusariose ou des grains ou de la soie. Alors bien sûr, le chevauchement de ces zones représente des régions d'intérêt pour la sélection des gènes candidats.
Le deuxième type de contrôle qu'on peut être amené à faire, le troisième type, c'est le contrôle phytopharmaceutique. Donc ici, la base IFI, qui est la base du ministère de l'Agriculture, qui, vous savez, recense les substances phytopharmaceutiques homologuées ou non et les usages. Quand on regarde les usages maïs, eh bien, on constate que pour le traitement des parties aériennes du maïs, pour la pyrale et la sésamie, on n'a pas moins de 84 et 75 spécialités qui sont disponibles. Alors prenons uniquement les spécialités pour la pyrale, 84 spécialités homologuées, des produits phytopharmaceutiques de synthèse, comme par exemple les pyrétrinoïdes, mais aussi actuellement donc deux spécialités, deux molécules actives récentes, l'indoxacarbe et le chlorantraniliprol, qui sont des insecticides beaucoup plus sélectifs. On n'a pas parlé des fongicides, mais il n'y a pas de fongicides homologués sur la fusariose, et vous allez voir pourquoi j'ai bafouillé, c'est parce que je vais vous parler d'une expérience après. Par contre, on a un fongicide, le tébuconazole, lui, qui est actif sur la fusariose et homologué pour la fusariose du blé. Il existe aussi des solutions phytopharmaceutiques bio, donc des bio-insecticides, par exemple le spinosade, qui est un extrait d'un micro-organisme et qui est utilisable, efficace sur sésamie et sur pyrale. On a aussi, alors ça a été abandonné depuis, mais un champignon entomopathogène, Beauveria bassiana, commercialisé donc sous un des labels commerciaux était l'ostrinil, qui maintenant a été supplanté par la solution suivante qui est le trichogramme, mais qui se refait une santé commerciale en étant actif sur des bioagresseurs du palmier ornemental. Et les trichogrammes qui représentent un des grands succès de la lutte biologique, puisque cette microguêpe va pondre des œufs. C'est un insecte parasitoïde qui pond des œufs dans les œufs de la pyrale du maïs, empêchant donc le renouvellement des générations. Alors c'est un grand succès, puisque actuellement on a entre 100 et 120 000 hectares par an qui sont traités par trichogramme. Ça marche très très bien sur la pyrale univoltine, et particulièrement dans le nord-est de la France. Par contre, ce n'est pas une spécialité phytopharmaceutique active sur sésamie. Ce qui vous montre bien la spécificité aussi de l'agriculture bio, des produits de biocontrôle qui sont sur des créneaux très étroits. Alors reprenons notre problématique sur le contrôle phytopharmaceutique du maïs et les conséquences sur les mycotoxines, puisque je vous ai indiqué toute l'importance phytosanitaire qu'il y avait à éviter la sécrétion des mycotoxines. Grâce donc au réseau de la PV qui existait à l'époque, entre 2004 et 2006, et par un partenariat donc entre le ministère de l'Agriculture, la Frédon Midi-Pyrénées et l'Université de Pau, il a été réalisé des traitements fongicides, insecticides et associés, fongicides plus insecticides. Et nous avons constaté que, comme c'était logique en présence de traitements insecticides, on avait un contrôle des lépidoptères, une diminution importante de cette infestation. En revanche, il n'y avait pas d'activité significative constatée sur mycoflore et il y avait une diminution importante des mycotoxines considérées. Nous avons fait une étude complémentaire avec un réseau de parcelles donc en Midi-Pyrénées, un réseau de parcelles qui avait des parcelles de maïs conventionnel et cultivées avec une variété particulière, et la même variété, mais modifiée avec l'introduction de l'événement MON 810, qui était cultivée dans les mêmes conditions. Et donc nous avons observé dans cette expérimentation une baisse importante, un contrôle quasi total des lépidoptères, des résultats contrastés sur la mycoflore, puisque une partie des fusariums et les fusariums proliferatum diminuaient, mais les fusariums graminearum avaient une augmentation en teneur dans les maïs. Et pour les mycotoxines, c'était exactement les mêmes résultats qui étaient concordants, baisse des fumonisines, augmentation du DON. Cela veut dire que si on prenait notre ensemble de parcelles, et que l'on constatait, on comparait les teneurs en mycotoxines liées aux teneurs réglementaires, on avait un dépassement des teneurs en fumonisine dans plus de la moitié des parcelles de maïs conventionnels.
En revanche, pour l'année 2005, eh bien, toutes les parcelles de maïs ésogénique étaient sous les teneurs donc réglementaires en mycotoxines. En revanche, en 2006, la pression parasitaire était un peu plus élevée. On avait 3 parcelles de maïs BT qui étaient au-dessus des teneurs. Si l'on fait le bilan, on avait 55% du maïs conventionnel qui dépassait les seuils réglementaires et ne serait pas commercialisable, contre 7% simplement du maïs GM MON 810. Ceci, nous l'avons publié dans une revue internationale à bon facteur d'impact, Agronomy for Sustainable Development, en 2010. Et c'est pourquoi il est très surprenant de voir l'arrêté qui a été publié il y a 4 jours, interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture de variétés de semences de maïs MON 810. Alors notre confrère Georges Pelletier a déjà écrit une lettre ouverte parlant de faux arguments scientifiques nouveaux donc, au gouvernement. Par exemple, il dénonçait l'utilisation abusive de certaines publications, comme celle de Campagne et al., qui met en évidence un mécanisme de résistance à une toxine CRIA-AB chez un insecte ravageur Fuseola fusca, qui est un insecte installé en Afrique subsaharienne et qui pour l'instant n'est pas installé en Europe. Donc actuellement, on n'a pas observé des cas de résistance au niveau de la pyrale et de la sésamie. Moi-même, je vais vous parler des attendus à la fin, qui concernent notamment les mesures de gestion susceptibles de limiter les risques pour le MON 810, qui, bien sûr, d'après l'arrêté, présente un risque important mettant en péril de façon manifeste l'environnement. Alors, quelle est la surveillance qui est réalisée en Europe? Eh bien, la surveillance dans l'Union européenne pour les PGM est une des plus sévères qui existent au monde. Vous avez ici donc les directives, des règlements, des lignes directrices de l'EFSA aussi, qui concernent cette culture et cette surveillance des PGM. En France, nous avons une loi aussi, 2008-595, qui est relative aux organismes génétiquement modifiés et qui a installé le Haut Conseil des biotechnologies, au sein du comité scientifique duquel je siège. Donc, pour être autorisé dans l'Union européenne, il faut savoir que les OGM ne doivent pas avoir d'effets négatifs sur la santé humaine, animale et l'environnement, et qu'une surveillance post-commercialisation est obligatoire et des rapports sont expertisés régulièrement par l'EFSA, l'Agence de sécurité alimentaire, et par le Haut Conseil des biotechnologies. J'ai plus que 2 diapos. Donc, la culture du MON 810 en Europe, en 2012, c'est 125 000 hectares. C'est pas beaucoup sur les 15 millions annoncés, mais c'est une augmentation quand même de plus de 35% en moins de 2 ans. C'est une culture qui est concentrée principalement dans la péninsule ibérique, à 97%, Espagne-Portugal. Cette surveillance, qu'est-ce qu'elle met en œuvre? Elle met en œuvre un plan d'évaluation du risque environnemental qui s'accompagne d'une surveillance spécifique, c'est-à-dire qu'on va trouver les effets non avérés mais prévisibles. Par exemple, est-ce qu'il va se produire une résistance à la protéine CRIA1AB? On sait que c'est dans le possible, donc on va surveiller ce point-là spécifiquement. Et puis à côté, il y a une surveillance générale qu'on appelle non-hypothesis driven. Moi, je l'appelle la surveillance SORAN, parce que c'est SORAN, ma SORAN, ne vois-tu rien venir. En effet, il s'agit de rechercher des effets non intentionnels, non connus, sur des populations non cibles et non identifiées comme cibles potentielles. Excusez-moi du peu. C'est pourtant ce qu'essaie de faire la société Monsanto, qui produit des rapports annuels depuis 2005. Société Monsanto, parce que c'est elle qui commercialise l'événement MON 810. Ce n'est pas le semencier qui commercialise une variété, mais c'est celui qui commercialise l'événement qui est soumis à faire ce rapport. Les méthodes de surveillance de cette culture de MON 810 dans l'Union européenne mettent en œuvre, donc, comme réglementairement, une surveillance générale, c'est-à-dire des questionnaires qui sont distribués aux fermiers pour la surveillance des parcelles, s'il y a une anomalie qui se produit. Et ces enquêtes sont supervisées par des organismes qui sont indépendants de la société Monsanto.
Il y a une veille bibliographique annuelle portant sur toutes les publications concernant le MON 810 et la protéine CRI1AB. Il y a une information aussi sur les spécificités de la technologie qui est réalisée auprès des opérateurs, la presse spécialisée, des réunions, des forums. Il y a la mise en place de réseaux de surveillance dédiés au niveau européen, et là, c'est en cours d'élaboration. Ça ne fonctionne pas encore tout de suite. C'est prévu pour 2020, je crois. Et puis, à côté de cette surveillance générale, on a une surveillance spécifique qui établit donc établir une ligne de base de la fréquence des allèles de la résistance chez les insectes cibles pour surveiller la survenue d'une résistance à la protéine CRI1B, et aussi inciter à créer des zones refuges. Les zones refuges, ce sont du maïs conventionnel cultivé avec le maïs BT, de façon à ce qu'il y ait un brassement des allèles pour éviter les résistances. J'en arrive à la dernière diapo. Je vois la lumière rouge. Donc le Haut Conseil des biotechnologies se prononce sur les rapports de surveillance du MON 810, et le dernier en date, c'est celui du 8 novembre 2013. Les commentaires ont été les suivants. En conclusion générale, les analyses contenues dans le rapport de surveillance de MON 810 ne font apparaître aucun problème majeur associé à la culture de maïs MON 810 en 2012. Donc, je vous demande de juger de la pertinence des arguments de cet arrêté. Dernière diapo, vraiment la dernière, une devinette. Où est le maïs MON 810? Ce sont des photos que j'ai prises en Espagne. Il y a une rangée de maïs conventionnel, une rangée de maïs transgénique. Moi, a priori, je ne peux pas les distinguer. Mais si je vous montre ici les épis, et je vous dis que cet épi qui est un petit peu abîmé appartient à la rangée de droite, et cet épi qui est intact appartient à la rangée de gauche, je peux vous dire à coup sûr que c'est la rangée de gauche qui contient le MON 810, que voilà. Je vous remercie, et je suis désolée pour la longueur de l'exposé. Un peu de publicité quand même. Avec Marc Delost, nous avons écrit un chapitre sur le maïs MON 810 dans un livre qui a été coordonné par Agnès Ricraud, Yvette Daté et Marc Fellous sur les biotechnologies végétales. Le Crédit Agricole en Ukraine est une banque reconnue comme une banque agricole. Deux fois de suite, nous avons eu le privilège d'être élus la meilleure banque agraire du pays. Notre part de marché est vraisemblablement de l'ordre de 15% du financement de l'agriculture, et nous ne souhaitons pas l'accroître rapidement. Quels qu'aient été les événements, nous restons dans une ligne de croissance mesurée, dans la mesure où nous considérons que ce secteur est profitable. La banque est profitable, contrairement à beaucoup de banques en Ukraine qui perdent de l'argent, à condition d'appliquer le principe que j'évoquais tout à l'heure sur les investisseurs étrangers dans le pays. C'est-à-dire de considérer que le management étant le facteur premier du succès d'une entreprise, il faut analyser le management au travers de son management stratégique. Où voulez-vous aller? Que voulez-vous faire? Et ça, indépendamment de toute position par rapport à la superficie cultivée. Donc il y a des grandes entreprises sur lesquelles nous émettons des avis favorables et que nous finançons partiellement, toujours avec d'autres, parfois en crédit syndiqué, et d'autres petites entreprises que nous finançons et des grandes entreprises que nous ne finançons pas, même si elles nous le demandent, et notamment toutes les entreprises que nous jugeons trop intimement liées au pouvoir politique, quel qu'il soit. Qui veut intervenir à propos soit de l'histoire du maïs, soit de la question de la lutte biologique? Il n'y a pas de demande? Oui, Jean.
Jean-Louis Bernard. Jean-Louis Bernard pour l'Académie d'agriculture. Catherine Renier-Roger a évoqué un peu rapidement le problème des aflatoxines, qui est un problème que nous ne connaissons pas de façon régulière en France et que j'espère nous ne connaîtrons jamais. Mais j'aimerais un petit peu avoir une vue d'ensemble sur ce phénomène qui affecte de façon régulière un certain nombre de gros exportateurs au niveau mondial. Donc, Marie-Los, première section de l'Académie d'agriculture. Merci pour cette question. Effectivement, peut-être avant, un petit préalable sur le fait que je sois associé à Catherine, j'ai accepté d'être associé, sur sa présentation un petit peu intéressante par rapport à la position du moratoire du gouvernement. Alors, je dois dire que si effectivement, au cours des années 2004-2006, nous avons eu des problèmes de contaminants naturels dans le maïs, depuis l'apparition d'un règlement européen sur les contaminants naturels et la mise en œuvre, et elle a parfaitement démontré, d'outils de type agronomique, date de semis, éventuellement travail du sol, date de récolte, très important les dates de récolte, l'utilisation systématique de trichogrammes, une utilisation raisonnée d'insecticides pour lutter contre la pyrale et le maïs, font que de 2007 à 2012, on a une situation extrêmement favorable pour les fumonisines, pour le doxynivalenol, pour les éranéols en France. Les détections sont, dans la quasi-totalité des cas, en dessous des normes réglementaires. Alors également, ça c'est l'aspect bénéfice des différentes technologies, et même si nous n'avons plus de maïs génétiquement modifié depuis 2007, on arrive à gérer le problème dans le contexte qui était le nôtre. Il n'est pas dit que ça ne puisse pas se dégrader dans les années à venir. Ceci m'amène donc d'une part à dire que c'est gérable par d'autres moyens que les OGM, même si effectivement il y a une performance sur les OGM. Et le deuxième point, c'est lorsque, alors là je vous permettrai l'anecdote, lorsque je discute avec des amis qui sont pourtant ingénieurs, RUS, etc., de la problématique plantes génétiquement modifiées, il vaut mieux que je discute, que je dérive la conversation sur le goût du bagnous, du dernier repas qu'on a fait, parce que j'en ai 80% qui sont opposés à ce type de technologie, y compris par des personnes qui sont parfaitement formées sur le plan scientifique. Donc, sociétalement parlant, parler ou laisser penser que cette technologie peut être introduite rapidement en agriculture et acceptée par la population me paraît difficile. Donc pour des raisons sociétales, parce qu'il n'y a pas de raison sanitaire immédiate qui justifierait, comme ailleurs dans le monde, les plantes génétiquement modifiées, je trouve que le prolongement du moratoire pouvait se justifier et que les termes techniques qui ont été utilisés auraient pu être pires pour le justifier. Donc une petite nuance que je souhaite apporter. C'est pour ça que je vais d'ailleurs laisser figurer le logo du ministère à l'époque où ces travaux ont été réalisés, parce que ces résultats correspondent à cette période et pas à la période actuelle. Donc une petite nuance, ce que dit Catherine par rapport à sa position universitaire de membre du HCB est parfaitement justifié. Personnellement, je tenais à apporter cette petite nuance. Une justification du moratoire pour des raisons sociétales, et des termes qui me paraissent techniquement pas les meilleurs, mais les moins mauvais possibles. Donc, je suis assez favorable à ce qui a pu être publié. Bon, je pourrais difficilement avoir une autre étude. Alors, je reviens sur la question des aflatoxines et des aspergillus. Alors, nous pensions, les aflatoxines, c'est quelque chose de très ancien, des centaines de milliers de cancers du foie. Alors, tout d'abord, pour situer, 4,5 milliards de personnes sont exposées à l'ingestion d'aflatoxines dans leur alimentation, notamment dans les pays tropicaux. Cela représente à peu près 600 000 cancers du foie mortels par an au niveau mondial, donc c'est très significatif. Donc, quelles sont les zones concernées? C'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud, c'est une grande partie de l'Asie, la Chine est très affectée par le phénomène. Et les Américains manquent de chance pour des questions climatiques. Ils ont une grosse partie de leur production de maïs qui a un climat de type tropical, des températures très élevées, c'est certaines années du stress hydrique. La Corn Belt américaine est historiquement exposée au climat qui permet le développement des aspergillus, donc la production des aflatoxines. On pensait en avoir fini grâce à
l'amélioration des techniques de culture semi-précoce, irrigation, gestion des stress biotiques, notamment pendant ces 20 dernières années. Depuis 1990, il n'y avait pas eu de grandes années de contamination par les aspergillus et de détection d'aflatoxines dans les maïs américaines de 1990 à 2012. Mais 2012, comme vous l'avez appris dans la littérature, a été une année où un stress hydrique a été particulièrement notable aux États-Unis, avec une baisse de production qui aurait pu être beaucoup plus importante si les technologies exceptionnelles n'avaient pas été mises en place sur la Corn Belt américaine. Mais donc, stress hydrique aux États-Unis, baisse de production et surtout très fort développement d'aspergillus sur les maïs aux États-Unis. Et ce phénomène n'a pas seulement concerné les États-Unis, il a concerné également l'Europe de l'Est, de la Slovénie à la Russie. Et M. Hervé, Jacques Hervé nous le confirmera pour l'Ukraine, et a priori ça a été le cas, puisque la production de lait espagnol qui a utilisé du maïs ukrainien a été fortement contaminée par ces champignons. Donc, un gros problème de contamination sur tous les maïs produits sur toute la partie est de l'Europe, également en Italie. Ça induit, soit directement dans le pays où la production de maïs avait été réalisée et consommée par les vaches, ou dans les pays qui ont importé, c'est le cas de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique, de l'Espagne, je dois en oublier, il y a ceux qui ne l'ont pas déclaré, donc des dépassements de normes sanitaire, hein, et une destruction significative de lait lorsqu'on l'a détecté. Si on ne l'a pas détecté, comme ça a été le cas en Italie parfois, nuisait à la consommation. En Espagne, par exemple, il y a eu 3 millions de litres de lait qui sont partis essentiellement dans le sud, au Guadalquivir. Hein. Bon, le Guadalquivir a besoin d'être, je dirais, maintenu à niveau, mais ce n'est pas forcément en ouvrant les tanks à lait des exploitations agricoles qu'on arrive à le faire, à cause d'un dépassement de normes. Alors, vous voyez la dangerosité, c'est un cancérigène certain, extrêmement nocif, notamment pour le cancer du foie, mais qui a d'autres effets sur la santé des animaux d'élevage, mais également des humains, lorsqu'ils consomment du maïs ou qu'ils consomment du lait de vaches qui ont été nourries avec du maïs. Donc c'est un problème extrêmement sérieux. Et le paradoxe, c'est que ce phénomène a très peu transpiré dans la presse française. J'ai relevé un article dans le Figaro, en entrefilet, un peu plus en Allemagne. Les exploitations laitières de Basse-Saxe ont été fortement impactées par le phénomène. Voilà, et donc j'en resterai là. Vous voyez que mais je renvoie à l'article que nous avons fait avec Catherine Regnier-Auger suite à la réunion du 19 novembre interacadémique sur le sujet des plantes génétiquement modifiées. Nous avons traité complètement du sujet que j'ai essayé de vous résumer en quelques mots ici, et vous y trouverez non seulement une analyse plus complète, mais aussi des références auxquelles vous pourrez vous reporter. Merci. Juste, Monsieur Delos, je voudrais juste vous poser une question. Si j'ai bien retenu l'essentiel de votre discours, en tout cas sur la partie BT, c'est que pour des raisons sociétales, vous pensez qu'il est préférable d'utiliser des produits chimiques de synthèse plutôt que le maïs BT. C'est comme ça que je traduis je résume votre exposé. Disons, en fait, la décision politique doit tenir compte de la complexité. Alors, c'est des produits chimiques, ce n'est pas des produits chimiques abominables, parce que la deltamétrine qu'on utilise pour lutter contre la pyrale, c'est la même qu'on utilise actuellement pour lutter contre le chikungunya à la Guadeloupe, et les recommandations du ministère de la Santé, lorsque les camions circulent dans les rues, c'est d'ouvrir grandes les fenêtres pour que les moustiques à l'intérieur des habitations soient également tués. Donc, ce sont des produits chimiques, certes, mais ce sont aussi des biocides. Il convient d'en utiliser le moins possible, de façon la plus raisonnée possible. Par contre, il y a une opposition très forte aux OGM pour l'instant, pour des questions d'incertitude qui se justifient, qui ne se justifient pas, l'avenir nous le dira. Mais les choses sont ainsi, et c'est peut-être un petit peu simplifier la complexité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais bon. Excusez-moi, je monopolise un peu le micro, mais j'avais une question pour Madame Brunel. A priori, c'est bon. Vous m'entendez? Je parle plus fort. Alors, la question serait pour Madame Brunel, c'est-à-dire j'ai été sensible au fait qu'elle ait signalé tout un tas de tabous alimentaires qu'on s'était fixés en Europe, qui sont exercés à l'époque de la pomme de terre d'ailleurs, et à l'époque de l'arrivée du maïs. Bon, il est vrai
que ce genre de tabou existe dans un certain nombre de pays que nous connaissons bien autour de nous. Cela dit, pour le maïs, vu son expansion au niveau mondial et notamment vers des pays qui ne l'ont pas connu, vers des régions qui ne l'ont pas connu, comme l'Afrique et surtout l'Asie, est-ce que ce genre de tabou alimentaire, pour la nouveauté, existe dans ces pays-là de la manière dont nous l'avons connu, nous, en Europe? Ça a un avenir radieux parce que comme nous sommes beaucoup aujourd'hui dans une société qui a très peur du gluten, le maïs présente l'attrait d'être la plante, en plus souvent à mauvais escient, hein, comme vous le savez, puisqu'il y a plein de gens qui s'imaginent être atteints soudainement de la maladie cœliaque et qui du coup se réorientent vers le soja et le maïs. Et donc les interdits alimentaires aujourd'hui, je suis plutôt en faveur du maïs. Par ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est qu'en Chine, le maïs est très ancien en réalité. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur le moment où le maïs est arrivé en Asie, on pense qu'il est arrivé à peu près en même temps qu'il est arrivé en Europe, c'est-à-dire au XVIe siècle. Hein, au point d'être aujourd'hui, et tout à l'heure, je crois que c'est Madame Regnault qui l'a dit, c'est la deuxième région productrice au monde de maïs, derrière les États-Unis. Et ça, on l'oublie souvent. C'est États-Unis, Chine et Europe, et puis évidemment Amérique latine, Afrique. Enfin, c'est extrêmement marquant de voir l'extension de cette plante aussi bien au nord qu'au sud. Hein, finalement, bientôt, il n'y aura que les régions polaires qui ne cultiveront pas de maïs. Alors, peut-être encore une dernière question. Oui. Micro, et regardez Vous avez dit effectivement le maïs est une plante de civilisation d'Amérique latine, c'est pas le cas ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les utilisations par grande masse au niveau mondial du maïs entre l'alimentation humaine, la nutrition animale et puis agrocarburant d'une part. Et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur cette résistance en France à l'utilisation des OGM alors que nos voisins espagnols par exemple n'ont pas fermé la porte comme nous? Merci. Oui, merci. Alors, sur les différentes proportions du maïs, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le maïs d'utilisation alimentaire, une grande partie du maïs à utilisation alimentaire en Amérique latine et en Afrique est autoconsommée. Donc, on a beaucoup de mal à voir les chiffres exacts. En fait, ce sur le quoi on a les chiffres, c'est le maïs fourragé, le maïs de la midonnerie et le maïs des agrocarburants. Alors je vais demander à mon collègue Jean-Paul Charvet de m'aider, parce que c'est lui qui connaît très bien ça. Mais en gros, au niveau mondial, dans ce qui est échangé sur les marchés mondiaux, il y a à peu près 60% du maïs qui est en utilisation fourragère, c'est-à-dire pour les animaux, soit sous forme de maïs gras, soit sous forme d'ensilage. Jean-Paul, je parle sous ton contrôle, hein, parce que c'est lui le chef, c'est pas moi. Hein. Et puis sur le maïs, sur les agrocarburants, c'est surtout aux États-Unis. Hein, c'est surtout aux États-Unis. On l'a vu tout à l'heure, j'ai passé un graphe qui vient d'ailleurs de son Atlas mondial de l'agriculture, où l'on voit que aujourd'hui le maïs qui va vers les agrocarburants, c'est autant que le maïs qui va vers le maïs fourragé, ce qui d'ailleurs a posé problème pendant ce fameux été 2012 dont a parlé mon confrère, puisque la sécheresse aux États-Unis de l'été 2012 a provoqué une perte d'environ 100 millions de tonnes de la récolte. Et évidemment, les éleveurs ont été confrontés à la hausse des prix. Beaucoup ont dû abattre leurs troupeaux parce que comme le maïs partait vers les filières de distillerie, Obama a dû prendre des mesures pour soutenir l'élevage. Alors, il y avait une deuxième question. Oui. Alors ça c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a quelque chose de tout à fait aberrant en France, c'est qu'on a des critiques absolument colossales contre l'utilisation de ce que les Africains appellent les cides, c'est-à-dire herbicides, fongicides, insecticides. Alors pour eux c'est un désespoir hein, parce qu'ils vont perdre une grande partie de leur récolte du fait des ravageurs. Et donc, pour eux, c'est aberrant qu'on puisse se passer de cela. Alors, chez nous, on ne veut pas d'OGM et on ne veut plus non plus de produits de traitement des plantes. Alors, la protection biologique intégrée, Madame Regnault l'a bien montré, c'est un grand risque pour un agriculteur. Quand il
décide de passer à la BPI, eh bien, il n'est jamais sûr de cibler précisément l'infestation dont il va être victime. Ça peut être valable éventuellement en préventif, en curatif, une fois que l'infestation est là, c'est dur. Et il y a actuellement 450 000 hectares en France qui sont infestés par la pyrale. Donc c'est très compliqué de dire on va se passer de tout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision d'agriculture à la binette, où on va revenir à... il faut que les gosses cessent d'aller à l'école et qu'ils surveillent les champs, hein, c'est le plus simple. Ils enlèveront les lépidoptères à la main, comme on fait dans les champs africains. Je crois que c'est... Nous devrions, l'Académie d'agriculture, je propose que l'Académie d'agriculture prenne une motion en ce sens. Je voulais apporter une précision, c'est que la production en Allemagne de maïs fourrage sert principalement au biogaz. Hein, donc voilà, donc c'était pour donner une précision dans le paysage. Bien, je crois que c'est l'heure de passer aux conclusions, et donc c'est André Neveu qui va tirer les conclusions de cette séance. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet après-midi, à partir d'approches certes très différentes, mais tout de même complémentaires, nos intervenants nous ont montré l'importance considérable de la culture du maïs et de son potentiel de croissance, mais aussi de la variété des systèmes de production dans lesquels elle peut s'intégrer. C'est vrai aussi qu'au cours de cette trop courte séance, nous n'avons pas pu entendre ceux qui, à l'inverse, ne cessent pas de critiquer cette culture. Alors, le maïs, plante miracle, ou culture qu'il faut accabler de tous les maux, voire culture diabolique, comme disait Sylvie Brunel tout à l'heure, nos intervenants nous ont bien montré que le maïs a connu la faveur d'un très grand nombre d'agriculteurs dans le monde entier. D'ailleurs, au cours du dernier demi-siècle, les superficies ensemencées sont passées d'environ 100 millions d'hectares à 170 millions d'hectares à peu près en une cinquantaine d'années. Et cet engouement est justifié car les rendements moyens ont progressé au cours de cette période de moins de 20 quintaux à l'hectare à plus de 50, soit une augmentation de 167%. Et ces rendements continuent de croître à un rythme rapide de 0,6 quintaux par hectare et par an. Une bonne part de cet accroissement résulte du progrès génétique avec les maïs hybrides dans les années 60 et la transgénèse ces dernières années. Le maïs est aussi bien adapté au climat chaud et humide, mais offre aussi une bonne réponse à l'irrigation, comme on l'a vu en Ukraine. C'est également une plante d'une grande souplesse qui peut facilement s'intégrer dans un assolement ou être cultivé en monoculture. Enfin, le maïs est consommé par les hommes aussi bien que par les animaux. Et pour ceci, être au choix utilisé comme fourrage, le plus souvent après ensilage, ou récolté en grains pour être ultérieurement consommé sous forme d'aliments concentrés. Je passe sur les autres utilisations, autres usages possibles du maïs auxquels on a fait à peine allusion, mais qui existent. Face à de tels atouts, pourquoi alors le maïs fait-il l'objet de si violentes critiques? Certes, le maïs exige des apports d'engrais et de produits phytosanitaires conséquents, mais à la hauteur des rendements espérés, et nous l'avons vu aussi à la hauteur des risques sanitaires, parasitaires de cette plante. À ce titre, il participe donc évidemment au développement d'une agriculture intensive qui présente bien des avantages, mais aussi quelques inconvénients. Par exemple, le maïs laisse les sols nus en hiver, avec un risque d'érosion superficielle et d'infiltration des engrais ou des produits de traitement dans la nappe phréatique. Mais il existe maintenant des techniques agronomiques pour réduire ce risque. Le maïs, on vient de le dire, est aussi une source de matière première pour le bioéthanol, notamment aux États-Unis, où près de 130 millions de tonnes, sur 350 environ, lui sont affectées. C'est évidemment autant de moins qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine, ou plus souvent animale.
Ce prélèvement n'est pas étranger à l'augmentation des prix du maïs et peut-être de l'ensemble des céréales sur les marchés internationaux au cours de ces dernières années. Mais il a aussi contribué, il faut bien le dire, au soutien des revenus des fermiers américains et de quelques autres ailleurs aussi. On peut aussi accuser le maïs d'être un des champions des cultures génétiquement modifiées, bien sûr, puisque dans le monde, sur 175 millions d'hectares de PGM, 57 millions sont plantés en maïs génétiquement modifié. Et de ce point de vue, l'Europe apparaît un peu comme une forteresse assiégée, avec déjà quelques poternes qui s'en trouvent, comme en Espagne. Or, pour certains, planter du maïs OGM, c'est peu ou prou soutenir le quasi-monopole de l'entreprise Monsanto. Enfin, le maïs constitue avec le soja la principale matière première d'une production de viande qui croît de plus en plus. Mais on sait aussi que l'extension partout dans le monde du modèle de consommation carnée occidentale n'est pas soutenable à terme et qu'il faudra bien y renoncer tôt ou tard. En conclusion, je dirais, je dois avouer que pour ma part, je ne suis pas un amoureux inconditionnel du maïs, car mes attaches beauceronnes me conduisent plus à être fidèle au bon pain de froment qu'à la polenta italienne. Mais je reconnais à cette plante bien des qualités qui, dans un monde où les besoins alimentaires vont considérablement augmenter, constituent un atout très important qu'il n'est pas question de sacrifier. Merci, Monsieur le Président.